Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue, on est un peu à la bourre, on va aller vite, on va parler d'économie. Jérôme Dédéian, bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Associé de toutsurmesfinances.com, président de mon partenaire... Oh, j'y arriverai pas. Si, mon partenaire patrimoine. Je sais pas pourquoi je me mets le patrimoine à la place de partenaire et patrimoine. Conseiller en gestion de patrimoine. C'est pas partenaire particulier. Oui. Mais il est peut-être très... Si, parce qu'il est pour les particuliers. Et pour tous les particuliers, vous m'aviez dit. Et oui. C'est de la gestion de patrimoine, c'est pas la peine d'arriver avec un portefeuille de 150 000 pour être éligible. Normalement, on est organisé pour être capable de donner un niveau de service élevé à des clients, même modestes. Ça a commencé ? Oui, bien sûr, on a déjà des clients. Waouh. Ça y est, c'est parti. Et tout genre ? 3 contacts de prospects par jour. Bon, voilà. Joli. Pierre-Henri de Menton, bonjour. Bonjour. Directeur délégué de la réalisation de Challenge. Le Brexit, ce que va vraiment changer le Brexit pour les Français. Et je me suis posé la question cette semaine, Pierre-Henri, je me suis dit, sur cette histoire de deal, no deal, est-ce qu'on est vraiment capable d'imaginer exactement ce qui se passe en cas de no deal ? Pour les Anglais, pour les Européens, c'est une question hyper complexe. En fait, c'est pas terminé. Hein. Vous savez que ça se joue aujourd'hui et hier soir. Ça se joue depuis 5 ans. Voilà. Et donc hier soir, on a dit qu'en fait, ça se jouerait pas aujourd'hui, mais qu'il fallait encore attendre un mois. Mais souvenez-vous, c'est une sorte de jeu de théâtre absolument incroyable. Mais ça va quand même changer des choses. Et il y a des choses qui ont été faites. Hein. Il suffit d'aller à Calais, de voir la taille des parkings, ouais, etc. Ça, c'est vrai. Voilà, hein, donc ça va avoir lieu, on ne sait pas encore comment, et ça va être de toute façon assez chaotique. Et on va nous expliquer, comme la fois dernière... Il y a des bons côtés, on pourrait y revenir. Ah oui, il y aura des bons côtés, mais on va nous expliquer, comme la fois dernière, que de toute façon, on repousse à une date certains éléments. Bon, normalement, hein, s'il n'y a pas de deal, c'est les règles de l'OMC qui s'appliquent. C'est quand même ça la règle d'or. Xavier Timbaud, bonjour. Bonjour Nicolas. Directeur principal de l'OFCE. Compte tenu de ce qui va se passer à compter de minuit ce soir, hein, c'est ce soir que débute le couvre-feu à minuit. Après, ce sera à 21h samedi jusqu'à 6h dimanche matin. Est-ce que le budget 2021, Xavier, il n'est pas déjà... On a fait on prépare la 4e loi de finances rectificative 2020 et là, le budget 2021, il est fini. Il tient plus la route. Il est dépassé. Dépassé, ouais. Mettez bien le micro devant vous, hein, Xavier. Il est dépassé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une procédure budgétaire, donc... il va s'empiler avec les lois de finances rectificatives. Il faut quand même voter ce qui a été annoncé, parce que si c'est pas voté, si c'est pas débattu, ça sera pas mis en œuvre. Or, il y a quand même des couches dans ce millefeuille. Les premières couches sont quand même assez importantes. Donc, il est dépassé dans le contexte, parce que la pandémie et la crise économique se poursuivent, mais il faut quand même faire le travail. Avec un rectificatif au mois de janvier, sans doute. Oui, et puis éventuellement plus. Mais bon, là, les lois de finances rectificatives, elles sont pour le moment assez modestes par rapport aux montants qui sont engagés par le projet de loi de finances. Donc il reste quand même une base concrète et assez épaisse dans cette histoire. Légalement, on doit avoir signé la loi de finances au plus tard le 31 décembre de l'année. C'est obligatoire. Allez-y, Pierre. Non, j'ai juste, il y a une sorte de choc permanent depuis des mois entre, on va dire, une couche politico-médiatique, les effets d'annonce et les commentaires et les commentateurs que nous sommes, et le rythme institutionnel qui est de plus en plus dépassé. Mais effectivement, il y a un débat au Parlement en ce moment qui est extrêmement important, notamment sur les impôts de production. Hein. C'est quand même des enjeux là on est au-delà de 10 milliards d'euros, donc c'est très important. Ce qui se passe au Parlement, on l'oublie complètement, et on a beau jeu d'ironiser effectivement sur PLFR 4, etc. Mais le gros morceau, il est là quand même en ce moment en train d'être discuté au Parlement. On est d'accord que le gros morceau, il est bel et bien là. Le couvre-feu, selon vous, Jérôme Dédéian, est-ce que ça a été la moins mauvaise décision pour l'économie ? Donc le 21h, 6h. Déjà, l'appellation couvre-feu, avec son caractère anxiogène, moi, m'a beaucoup frappé. Le confinement nocturne, alors. Au fond, la vraie mesure, c'est de dire qu'il y a un certain nombre d'établissements ciblés qui n'ont plus le droit d'ouvrir ou d'opérer leurs activités. Et puis, on demande aux Français d'être ultra raisonnables. Et là, c'est coercitif, entre guillemets, sur leur vie sociale. Voilà, c'est ça le truc. Mais là, c'est pas raisonnable. Appeler ça un couvre-feu, ça va dans la tendance guerrière. C'est beaucoup plus privation de liberté. Et donc, c'est très, très, très anxiogène. Alors après, est-ce que c'est une bonne décision ? Je ne sais pas. En fait, on navigue à vue. C'est plutôt les conséquences de la décision. Est-ce qu'il faut la prendre ou pas ? Je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas Olivier Véran. Aucun professionnel de santé n'est d'accord sur le gros des zones de contamination. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il n'y a pas eu de débat sur les chiffres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des chiffres qui permettraient de dire on a fait des études et voilà sur quoi on se fonde pour prendre cette décision parce qu'on pense que c'est la bonne décision. Il y a eu la Guyane. Il y a une étude sur la Guyane qui tend à montrer qu'en Guyane, ça a eu un impact très important et que si on appliquait l'impact que ça a eu en Guyane
sur les chiffres qu'on a actuellement du développement de l'épidémie, on passerait du développement de l'épidémie à son... Très bien, je prends ça volontiers. Moi, je n'ai pas été en contact avec cette information-là. Je ne sais pas si elle a été largement diffusée. Je ne sais pas si c'était dans les interventions de Véran, dans les interventions de Macron. Je pense que c'est un problème de pédagogie, parce que finalement, le Français ne voit que le parti restriction de liberté, coercition. Le restaurateur parisien, il voit qu'il est obligé quasiment de refermer. J'ai eu un coup de fil hier de la directrice commerciale d'un restaurant qui j'avais une réservation le 9 prochain. 9 novembre, elle me dit, Monsieur Dédéian, je vous appelle pour vous dire qu'on referme le restaurant demain. Bah oui. On le referme pour 1 mois minimum. Et elle était extraordinairement émue au téléphone. Et donc il y a des situations de détresse de gens qui se battent tous les jours pour essayer d'ouvrir, pour essayer de sauver un minimum de chiffre d'affaires, faire travailler les gens, et qui se retrouvent plantés par une décision comme ça. Et en fait, il y a vraiment sûrement un phénomène de révolte ou d'incompréhension qui est assez truc. Alors ce qui est clair, c'est que l'enjeu de ça, c'est de savoir si on provoque ou non ce qu'on appelle le double dip, c'est-à-dire le fameux W, ça repart, et puis au lieu de repartir en V, ça rechute, et là, on ne sait pas où on va. Voilà. Et en fait, c'est ça le vrai enjeu. Est-ce qu'il y aura un W général? Alors oui, ça va avoir un impact clair. Il y a des prévisionnistes qui ont mis à jour leurs prévisions très fines, secteur par secteur. L'OFCE, il y a 2 jours. Géographie par géographie, etc. Les économistes d'Alliance, Ludovic Subran l'a fait récemment, et il explique qu'on va se prendre 1,3 point de croissance au T4 en moins de plus que ce qu'ils avaient anticipé en France, compte tenu de ces nouvelles mesures de restriction. Et il le fait pour un certain nombre de pays d'Europe, et notamment les plus vulnérables, c'est-à-dire tous ceux qui sont notamment vulnérables au tourisme, l'Espagne, le Portugal, etc., on va se prendre une récession de plus. Est-ce qu'on arrive à ressortir de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire marcher comme planche à billets? Là, on va évoquer les dernières mesures, parce que pour essayer de garder un peu la tête hors de l'eau. Alors allez-y sur la décision de confiner la nuit. Je ne suis pas médecin. Déjà, les médecins ou les grands professeurs ne sont pas d'accord entre eux, donc je ne vais pas me permettre d'émettre un avis d'expert. Est-ce qu'on peut considérer que l'économie est Par contre, ce qu'il faut globalement faire quand même, c'est un peu regarder, faire un tout petit peu de benchmark international. Il n'y a pas un seul gouvernement au monde qui sont... Peut-être la Corée du Nord, où c'est très bien tenu, il n'y a pas de... Notamment les statistiques. Notamment les statistiques. Mais il n'y a pas un gouvernement au monde. Je vous rappelle par exemple qu'on citait en exemple Israël, où c'est une catastrophe absolue en ce moment. On citait en exemple l'Allemagne. Angela Merkel a dû siffler la fin de partie, faire une réunion avec tous les patrons des Landes pour qu'il y ait un minimum de coordination, parce que ça partait dans tous les sens. Donc, ce sentiment la martingale gagnante, oui, elle existe. Voilà, ce sentiment qu'on a en France, il existe partout dans le monde. Et je ne vous parle pas de Boris Johnson ou de Donald Trump. Voilà. Il a à peine annoncé son espèce de confinement. Sur l'impact, il y a deux... Enfin, à mon avis, là, je parle sous contrôle, mais... Il va nous donner sa lettre. Il nous donnera la vérité de la vérité. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un impact mécanique qui est quand même très limité. Ça, c'était des chiffres de l'OFCE qu'on a écrit dans le challenge, qu'on a repris dans le challenge. C'est que la restauration, c'est 2,9% de la consommation en France. On s'accorde à dire qu'il y a à peu près 90% de l'économie qui va bien, qui continue à tourner. Les gros bouts, c'est effectivement des secteurs très impactants comme l'aéronautique, notamment pour le commerce extérieur, ou le tourisme pour les mêmes raisons. Mais sinon, globalement, 90% de l'économie est là. Et cette économie-là, ces 90%, c'est là où est l'enjeu. C'est que si ça commence à flancher là-dedans, là, c'est vraiment la catastrophe. Et comment ça pourrait flancher? C'est s'il y a une perte de confiance généralisée. Et je pense que l'enjeu des jours et des semaines qui viennent, c'est ça. S'il y a un défaut d'autorité de l'exécutif, par exemple, dans l'application du couvre-feu, là, on peut avoir une vraie perte de confiance. Si on a un sentiment que c'est hors de contrôle, on peut avoir une vraie perte de confiance. Et là, aller plus loin que les... alors je ne sais plus où on en est, là, si c'est 8,3 ou 4 de récession. En fonction des... Voilà, le gouvernement, c'est moins 10. Bon, Xavier va nous dire maintenant la vérité. Xavier Timbo, est-ce que vous arrivez avec une lettre? On a eu le cas, vous saviez, avec ceux qui plongeaient, ceux qui quand même remontaient la pente. On peut mettre une lettre un petit peu sur la perspective, là? Non, mais je pense que le cas, c'est la bonne lettre. C'est la bonne lettre, oui. Parce qu'on reste dans cette approche où il y a des secteurs pour lesquels les conséquences vont être énormes. Et on les voit tous. Et c'est des conséquences qui sont dramatiques. Enfin, je veux dire, Jérôme le rappelait, c'est des gens qui sont des entrepreneurs, c'est pas des grandes entreprises exportatrices avec des actionnaires. Il y en a aussi. Il y en a aussi, mais c'est quand même aussi beaucoup d'entrepreneurs, petits, moyens, qui ont mis leur vie et qui se retrouvent face à une situation dans laquelle
En fait, objectivement, c'est impossible à penser. C'est-à-dire que, voilà, ils font ce qu'ils peuvent pour s'adapter, mais les circonstances changent, ils retombent au fond du trou dès qu'ils commencent à sortir un peu la tête de l'eau. Enfin, c'est une situation dans laquelle on n'aimerait pas être. Mais voilà, il y a ces secteurs qui sont très touchés, et puis de l'autre côté, il y a des secteurs qui vont continuer à fonctionner. On est d'accord. Alors, il n'y a pas de secteur gagnant au sens où il y en a qui profiteraient de la situation. Très peu. De toute façon, quand il y a 10% de l'économie qui boite, ça a des conséquences sur tout le monde. Il faut rappeler que 10% qui boitent, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme, voilà. Non, mais c'est énorme. On peut se dire 90%. Ah, non, mais 10%, c'est énorme. C'est énorme, 10% qui boitent, mais ça a des conséquences sur tout. Mais effectivement, il y en a pour qui c'est la fin du monde et d'autres pour lesquels c'est un très mauvais moment à passer. Juste un petit mot quand même. On parle beaucoup de l'économie. Je pense que dans le couvre-feu tel qu'il a été mis en place, pas l'appeler couvre-feu, ça je suis tout à fait d'accord. Confinement nocturne. Le confinement nocturne tel qu'il a été mis en place, il y a un autre objectif qui est très important, c'est de préserver le service éducatif. Et ça, l'école. Bon, ça va être difficile, ça grogne dans les écoles parce que les profs disent on est en première ligne, on est sacrifié, on est soumis à des risques d'exposition au virus, etc. Mais une des leçons qu'on a tirées du confinement complet de mars à mai, c'est que ça a un impact qui est terrible sur l'éducation des plus jeunes jusqu'aux étudiants. Et donc, il n'y a pas que la dimension strictement économique, il y a aussi cette dimension-là, parce que la génération sacrifiée, c'est pas les petits boulots qui perdent parce qu'ils peuvent plus faire de babysitting. Ça, c'est important, c'est embêtant, mais c'est rien du tout. Là où ils sont sacrifiés, c'est dans l'éducation qu'ils n'ont pas et dans les traces que ça va laisser sur les inégalités éducatives. Jérôme Deslayer, allez-y, après on évoquera les mesures. Pour rebondir sur l'éducation et l'ouverture des écoles, l'enjeu incroyable qu'on a vécu pendant le confinement, qui était qu'en fait, si je peux pas faire garder mes enfants, je peux pas travailler. Donc les 90% de l'économie qu'on essaye de continuer à faire tourner, on ne plus tourner, ou ils tournent beaucoup moins. On a même d'ailleurs accusé le gouvernement d'avoir un peu déconfiné rapidement parce qu'il voulait remettre les parents au travail. Moi, je vais vous donner une vision microéconomique d'entrepreneur sur confinement versus couvre-feu, entre guillemets. Vous êtes restaurateur à Paris, c'est une décision absolument dramatique. Vous pouvez aller jusqu'à mettre la clé sous la porte si les mesures d'accompagnement ne vous permettent pas vraiment de vous mettre sous perfusion d'oxygène. Là, on est en assistance respiratoire, pour prendre une analogie que vous comprendrez tous. Sinon, la boîte tombe, le restaurant tombe. Il ne peut pas payer ses loyers, c'est fini, etc. En revanche, ça peut avoir des impacts plutôt favorables sur d'autres secteurs qui, si on avait repris le confinement, d'autres activités proches, qui, si on avait repris le confinement, seraient tombées. Ma boîte de confiture, 9 boutiques dans le Morbihan et en Loire-Atlantique. Vous refaites du confinement, on referme les boutiques, on plie la boîte. C'est simple. On a attaqué, sortie de confinement, il nous manquait sur 2 250 000 euros de chiffre d'affaires en 2019, on était en retard de 450 000 euros. On a levé 550 000 euros de financement, dont 300 000 euros de PGE. On a eu le chômage partiel, ça a sauvé la boîte. On fait une saison incroyable, parce qu'il y a eu surpopulation sur la côte. On était bien placés, on a eu du bol. Donc elle termine l'année, les dirigeantes de cette boîte, en s'étant donné un mal fou avec leur équipe. Il ne manque plus que 215 000 euros de chiffre d'affaires par rapport à 2019 à date. Mais là, si on vous referme, c'est... Si on referme, c'est terminé. Et alors, simplement, c'est assez intéressant, on a fait la prévision de trésorerie, on a réactualisé la prévision de trésorerie pour parler aux banques hier. J'ai fait ça hier soir. J'ai reçu les chiffres et puis je les ai mis en forme. En fait, il va nous manquer, si tout se passe bien, c'est-à-dire qu'on peut garder les boutiques ouvertes, etc., et sur hypothèse raisonnable, il nous manque un trou de 80 000 euros en juin prochain, creux de trésorerie avant que la saison redémarre. Donc on s'en sort plutôt très très bien, il faut qu'on aille chercher ce financement-là. Mais on ne peut pas rembourser le PGE comme ça en claquant des doigts. Quand Bruno Le Maire a dit il y a un mois, on était sur ce plateau, on en sortait, il disait je vais faire attention qu'en mars prochain, parce que c'est là que ça va être exigible, les conditions de remboursement du PGE soient encadrées, que les banques ne se gaffent pas, ce sera entre 1,5 et 3,5 de taux d'intérêt quand on va le transformer en crédit amortissable classique. Moi j'ai dit ça ne marche pas. Les boîtes vont avoir besoin de beaucoup plus de temps que ça pour passer la bosse, et donc il faut prolonger le PGE d'un an. Qu'est-ce qu'on apprend ce matin? Discussion avec la Fédération française des banques, ouverte pour prolonger le PGE d'un an. C'est la seule solution raisonnable pour essayer de passer la bosse. Et si on reconfinait, on repartirait vraiment dans un drame. Je note une autre solution chez Xavier Timbaud, il nous dira laquelle. Alors les solutions sur la table depuis hier, elles ont été tout un peu renforcées. Vous allez me dire ce que vous en pensez, on se retrouve dans un instant.